Donc, ouais, ben, le sujet de mon stage, c'était un diagnostic socio-technique sur les freins et leviers à l'amélioration de la durabilité socio-économique et environnementale du territoire de Devrouze. Donc, ma présentation, elle s'était organisée en quatre parties. J'avais fait un petit état de l'art sur le diagnostic socio-technique, le matériel et les méthodes que j'avais employées sur la mise en œuvre du diagnostic socio-technique et les résultats que j'avais obtenus. Alors, les résultats, j'en avais beaucoup parce qu'il y avait, enfin, vous allez voir, il y avait un certain nombre de points qui étaient abordés. Alors, en présentation, enfin, en soutenance, je n'avais pas tout abordé parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps, je pense, pour montrer tous les résultats. Là aussi, je fais. Il y aura sûrement qu'il faudra que je coupe un certain moment, enfin, pour pas tout présenter parce que ça fait beaucoup de choses. Et puis après, des petits éléments de discussion et conclusion. Donc, en état de l'art, ben, j'ai émis l'idée que, évidemment, on a vu l'utilisation des pesticides qui avait été très important pour l'intensification de la production agricole et que, actuellement, les grandes cultures utilisaient 68% des pesticides en agriculture aux pesticides qui s'étaient développés et qu'il y avait une résistance des bioagresseurs qui s'était développée en raison de cette intensification d'utilisation des pesticides. Ça va, ça coupe pas parce qu'on remarque connexion instable. Si, ouais, je me demande si, peut-être que tu peux couper ta caméra? On D'accord. remettra pour les questions, mais on va voir si Ouais. ça aide un peu. Oui. Voilà. OK. Euh, donc, en termes d'état de la situation, donc c'était un petit tableau des indices de fréquence de traitement qui montrait l'importance des indices de fréquence de traitement sans commune mesure avec des fruitiers ou évidemment, mais en grande culture, les grandes cultures colza, blé, orge, ils sont représentés sur le territoire que j'ai étudié avec des indices des IFT assez élevés. Donc, l'intérêt de mener des projets dans le but de les baisser. Et que effectivement, en fait, ces indices de fréquence traitement, ils avaient été, ben, ces utilisations élevées de produits phytosanitaires avaient été identifiées depuis longtemps, depuis 2009, et le plan Ecophyto avait pour but de les baisser. Mais donc voilà, il y avait des études de rétrospectives, notamment Ishar qui avaient identifié que le fait que c'était très difficile de baisser ces IFT, c'était lié à des verrouillages socio-techniques. Le verrouillage socio-technique, c'est le fait qu'une technologie soit adoptée par un grand nombre de personnes et que ça incite les nouveaux utilisateurs à se tourner vers cette technique-là. Et donc, par le fait qu'elle est suivie par un grand nombre de personnes. Donc, s'intéresser au verrouillage socio-technique, c'est un élément important pour pouvoir enfin, avoir des leviers sur l'utilisation des pesticides. Euh, donc le principe, de l'état d'art, c'est de décrire ce que peut être un système socio-technique, c'est-à-dire un système qui est composé de plusieurs éléments, alors, ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des éléments techniques, des outils, des machines, tout ce qui peut être une construction humaine, des acteurs qui vont agir en réseau et qui vont partager un certain nombre de règles, de normes, de conception collective qui seront un petit peu le ciment et le lien que ces acteurs vont avoir entre eux. Et donc le principe du diagnostic socio-technique pour analyser ce système, c'est un principe qui se développe en plusieurs étapes. Donc en première étape d'un diagnostic socio-technique, il faut faire une analyse du système qui se divise en deux phases. En premier lieu, on va devoir délimiter, on va dire, géographiquement et aussi sectoriellement le système qu'on va étudier pour lui donner des limites et savoir jusqu'où on va poser notre étude. Et une fois que ces délimitations sont réalisées, le but, c'est d'arriver à faire une photo, une cartographie à la fois des acteurs qui le constituent,
donc les différentes catégories d'acteurs et justement les règles qui font partie des éléments importants d'un système sociotechnique, des règles qui existent entre eux, et aussi des technologies qui sont utilisées dans ces systèmes sociotechniques. Parce que c'est un petit peu sur ces technologies-là que les acteurs s'entendent et c'est à travers ces technologies-là qu'un système sociotechnique se construit. Euh, une fois que cette prise de photo, cette compréhension des systèmes est réalisée, il y a une analyse une première analyse qui s'appelle élémentaire qui est mise en œuvre, c'est d'arriver à comprendre euh, qu'est-ce qui va être à l'œuvre dans le choix des pratiques des acteurs. Qu'est-ce qui va déterminer leur pratique? Pour quelles raisons ils mettent en œuvre telle ou telle pratique dans leur activité? Donc, c'est en gros comprendre leur stratégie et comprendre comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui dirige leur manière de fonctionner. Et une fois que cela est fait pour l'ensemble des acteurs et c'est synthétisé par groupe d'acteurs, il y a une analyse qu'on appelle transversale qui est vraiment synthétique, qui va permettre à la lumière de l'ensemble des déterminants analysés quels sont les freins et leviers. Alors, ce qu'on appelle l'innovation, ça peut être l'innovation, c'est l'introduction de nouvelles technologies. Voilà, qu'est-ce qui va pouvoir arrêter ou favoriser l'introduction de nouvelles technologies dans un système sociotechnique. Et la dernière étape qui est assez importante, c'est de partager ce diagnostic parce que le diagnostic est fait auprès d'un ensemble d'acteurs de terrain. Donc, le but, c'est de leur faire un retour de ce qu'on a analysé sur eux, qu'ils puissent avoir un petit peu, qu'ils puissent comprendre un petit peu, d'une certaine manière, quelles images ils renvoient. Et les acteurs sont souvent, c'est dire d'être objectif quand on est acteur d'un système. Donc, avoir un regard extérieur, c'est toujours intéressant. Donc, c'est vraiment partie de ce diagnostic. Il est fait avec les acteurs et pour les acteurs. Donc, c'est important de leur faire un retour sur ce diagnostic. Euh, Sachant que le diagnostic a un objectif, c'est donc la conception. Et donc, le principe de ce diagnostic, ça va être donc une meilleure compréhension des systèmes parce qu'il va permettre d'identifier les évolutions qui seront nécessaires. C'est-à-dire en comprenant qu'est-ce qui détermine et qu'est-ce qui freine l'introduction de nouvelles technologies ou l'innovation, ou qu'est-ce qui pourrait permettre de la faciliter. Ça permet d'identifier ce qui pourra être mis en œuvre peut-être pour favoriser l'innovation. Donc, comme on est dans le cadre de l'agroécologie, je trouvais intéressant de préciser que l'ensemble la conception va se faire également dans une démarche participative. C'est-à-dire que les acteurs doivent être aussi co-concepteurs des innovations qui vont être mises en œuvre, qui vont être formulées réfléchie et mise en œuvre participative aide beaucoup aux acteurs à prendre en main ou à se rendre ou à définir des innovations qui leur seront qui cadreront dans leur méthode, dans leur pratique. Donc c'est important ces démarches participatives-là. Donc le projet Bicréative, je pense que je vais le passer parce que là c'était une présentation pour le jury. Donc je pense que là les gens connaissent le projet Bicréative. Donc, ma question de recherche, c'était quels sont les facteurs, alors, très larges, techniques, économiques, politiques et sociaux, donc qui vont permettre de décrire la situation du territoire de Deauville et qui vont favoriser la réduction ou l'utilisation des pesticides. Donc, en termes d'hypothèses, la première, c'est que pour réduire les pesticides sur le territoire de Deauville, enfin, la réduction elle va être influencée par les interactions entre les acteurs locaux professionnels de la société civile et les technologies qui sont mises en œuvre par les agriculteurs. Qu'on pourra, on peut, à travers un diagnostic socio-technique, identifier des innovations qui peuvent être profitables à l'ensemble des acteurs, même si chacun a des objectifs différents, dans la mesure où les objectifs de chacun sont explicités et les objectifs et les motivations de chacun arrivent à être bien explicités.
La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la co-construction, de la co-conception, c'est-à-dire que les solutions innovantes qui vont être recherchées, elles construites entre l'ensemble des acteurs, donc ça va être les agriculteurs de la commune, mais l'ensemble des professionnels impliqués dans le suivi technique des activités agricoles. Alors, au niveau de mon matériel, de mes méthodes, une commune qui s'appelle la commune de Devrouze et qui est donc dans le département de Saône-et-Loire. Donc là, on a une représentation de l'ensemble du département de Saône-et-Loire. On voit qu'il est divisé en deux. Il est une vocation très élevage dans la partie plutôt charolais, à l'est. Et la commune de Devrouze, elle est située dans une zone qui est à tendance un peu polyculture élevage et un peu grande culture. Et on voit que la commune de Devrouze, elle est sur une zone qui est même à dominante des grandes cultures. Alors, ça va avoir un impact parce qu'on a les agriculteurs qui sont sur cette commune sont des agriculteurs qui sont en polyculture élevage. Et donc, ça joue sur leur manière de fonctionner et sur l'activité des exploitations. Le fait d'être en polyculture élevage dans une zone qui a tendance enfin, à favoriser les grandes cultures. Donc la commune de Devrouze, qui est mon sujet d'étude et mon matériel, le collectif sur lequel je vais mener mon étude, elle a une surface de 2500 hectares. Elle a une particularité, et on le verra parmi les problèmes à résoudre sur cette commune et les communes environnantes, c'est que l'habitat est très dispersé. Donc il y a beaucoup de zones de contact entre les cultures des agriculteurs et les parcelles de propriétaires. Euh, Il y a beaucoup d'impact sur. C'est aussi une zone qui a subi, enfin, qui a subi, donc qui a profité de pas mal de projets d'amélioration foncière. Alors ça peut être du remembrement, mais c'était aussi du drainage. Et on a des parcelles. Enfin, je sais pas si, ah ouais, parce que j'ai pas mis toutes mes cartes, mais en gros, les tailles des parcelles sur la commune sont un peu plus grandes que sur les petites communes avoisinantes. Donc, voilà, il y a eu du remembrement qui a amené aussi cette commune vers une intensification des cultures, enfin, vers, on va dire, vers les grandes cultures. Donc, sur cette commune de Rousse, on a 6 exploitants qui ont été enquêtés. Il y en a d'actifs vraiment sur la commune, il y en a 7, mais il y en a un qui est le septième qui n'a pas été active, qui a démarré en 2021 sur cette commune, ni par moi, qui a réussi à le croiser une fois, mais j'ai plus réussi à le joindre après. Et donc, on a sur les 6 enquêtés, on a 5 conventionnels et un en bio. Ouais, on verra sur les relations entre agriculteurs, ça permet ça permet d'avoir une idée des échanges qu'il peut y avoir entre les agriculteurs bio et les agriculteurs conventionnels. Cette commune a été choisie aussi pour le projet Bicréative car elle a certains avantages, c'est-à-dire que les agriculteurs ont historiquement beaucoup travaillé en commun. Donc, on le voit sur la droite de l'écran, on a une CUMA qui est située dans le centre et sur cette commune. On a un groupement d'employeurs et récemment, ils se sont aussi associés pour créer une société de méthanisation. Donc, ils travaillent, ils échangent beaucoup, ils partagent leurs pratiques. Donc, il y a vraiment une notion de travail en commun et de travail collectif qui était intéressante pour le projet Bicréative. Et en plus, c'est une commune qui est connue ou se dit être ouverte aux innovations. C'est-à-dire, bon,
historiquement aux innovations technologiques, de matériel, et donc qui est proactive en matière d'innovations qui peuvent se réaliser sur les communes. Donc voilà, les organisations collectives déjà en place, j'en ai parlé. Donc la CUMA, un groupement d'employeurs et une société de méthanisation. Euh, ouais, donc ça c'est les caractéristiques principales de cette commune. Au niveau du diagnostic sociotechnique que j'ai appliqué dans mon étude, donc là je vais vous présenter les grandes étapes. J'ai essayé de détailler les étapes de mon diagnostic. Donc, comme je l'ai présenté en contexte, le diagnostic socio-technique, il se fait en trois étapes, mais qui peuvent avoir, enfin, c'est pas étanche, on va dire. Il peut y avoir des allers-retours entre les différentes étapes. Donc, c'est une procédure, on va dire, chemin faisant qui se fait. C'est pas étanche. La première étape, néanmoins, c'est ce qu'on appelle les inductives. Et donc j'ai noté que j'ai utilisé des entretiens préliminaires. C'est-à-dire, comme le travail des équipes de l'INRAE a commencé en 2021 avec cette commune, il y a eu dès le début des entretiens avec par Olivier, Wilfried, Violaine, peut-être d'autres personnes, 6 entretiens avec les 6 agriculteurs. Des entretiens d'1 heure et demie, 2 heures, sur lesquels ils étaient questionnés sur l'approche de la santé de leur territoire. Comment ils imaginent, ils voyaient la santé de leur territoire, la santé des plantes, la santé des êtres humains, l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc ça a été, euh, normalement, on fait des entretiens exploratoires quand on commence un diagnostic socio-technique. Donc, on a considéré que pour mon diagnostic, ces entretiens préliminaires avaient la caractéristique d'entretien exploratoire, c'est-à-dire de prendre connaissance des acteurs, de leurs besoins, de leurs pratiques, du terrain, pour avoir une idée à partir des problèmes à résoudre. C'est-à-dire des problèmes qui vont permettre de comment dire, euh, d'évaluer quelles sont les pistes qui sont étudiées pour atteindre l'objectif de réduction de l'utilisation des pesticides sur la commune. Donc, à partir de ces problèmes que je vais avoir définis, je, je vais identifier des technologies révélatrices, c'est-à-dire des technologies. Une technologie révélatrice, c'est une technologie qui est déjà présente sur le territoire, ou du moins connue par les éleveurs, qui est susceptible de pouvoir aider. J'ai identifié des technologies sur lesquelles je vais baser un peu mon étude pour avoir, qui seront un petit peu le fil directeur de l'ensemble des entretiens que je vais faire, pour voir de quelle manière elles peuvent être perçues par les différents acteurs et s'intégrer dans dans l'activité de la commune. Et ensuite, j'ai identifié des acteurs à interroger. Donc, on s'était dit que comme les acteurs déjà été entretenus, les agriculteurs de la commune avaient déjà été entretenus en 2021. Le principe, c'était pour ne pas sursolliciter les agriculteurs, qui sont déjà très sollicités. D'ailleurs, la seule fois où on a voulu faire une réunion de travail avec les agriculteurs sur le territoire avec Olivier qui venait de Paris, tout avait été organisé, mais le jour de la réunion, on est arrivé, les agriculteurs n'étaient plus là. Enfin, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient occupés. Donc, il y avait vraiment des acteurs qui étaient sursollicités et le principe
de m'entretenir avec eux aurait risqué de créer une confusion dans le sens où ça aurait pu reprendre un petit peu les thématiques déjà utilisées sur les entretiens préliminaires et ouais, ça aurait pu être mal perçu par les agriculteurs. Donc, j'ai élargi mes entretiens à des acteurs professionnels qui gravitent autour de l'activité de polyculture élevage sur le territoire de Devrouze. Donc, voilà comment j'ai choisi mes acteurs à interroger. J'ai donc réalisé 19 entretiens semi-directifs auprès de ces acteurs-là, et donc dans différents domaines, donc des domaines de la production, de l'appui technique, de la mise en marché, des utilisateurs aussi, et des politiques. Les utilisateurs, c'est les utilisateurs de l'espace, des espaces ruraux, ça peut être les riverains, les chasseurs, par exemple. En l'occurrence, c'était un riverain qui était chasseur. Et à partir de l'ensemble des données issues des entretiens, j'ai réalisé des tableaux de synthèse qui vont préciser, enfin, qui vont répertorier l'ensemble des déterminants, donc qui vont influencer chaque technologie révélatrice pour chaque acteur. Alors il y a beaucoup de tableaux. Je présenterai des exemples de résultats dans le diaporama. Mais le but, voilà, c'était d'arriver à déterminer qu'est-ce qui pourra déterminer pour l'ensemble des acteurs la mise en œuvre ou non, ou ce qui va faciliter ou non la mise en œuvre des technologies révélatrices sur lesquelles je me suis entretenu avec eux. Au final, en termes d'analyse un peu synthétique, j'ai réalisé différents schémas. Là, pareil, sur le PowerPoint de soutenance, j'en ai un synthétique qui synthétise l'ensemble des relations entre acteurs sur le territoire. Mais j'en ai fait trois intermédiaires pour chaque problème à résoudre que j'ai identifié, qu'on va voir après. Euh, oui, bon, c'est ça. J'ai fait le premier schéma à gauche, c'est les trois schémas intermédiaires que j'ai fait, et j'ai fait un schéma de synthèse que je vous présenterai à la fin sur les relations de l'ensemble des acteurs sur le territoire de vous. Donc, le but, c'était d'arriver à une caractérisation des systèmes socio-techniques et ensuite des freins et leviers donc, sur l'ensemble du territoire. La caractérisation des systèmes socio-techniques, je n'avais pas fait en présentation. J'ai juste présenté les freins et leviers à l'innovation. Donc, en termes de délimitation du système, en termes d'analyse, on va dire, inductive, le début de l'analyse, donc ça va être les problèmes à résoudre en lien avec les innovations désirables sur les territoires de Deauze. Donc le premier problème à résoudre, ça va être qui a été identifié à partir des entretiens qui avaient été réalisés en 2021. C'est sur cette commune, on présentait un certain nombre de problématiques qu'ils vivaient au sujet de la gestion des pesticides. Euh, Premièrement, le fait qu'ils avaient une crainte sur la gestion des ravageurs du colza d'automne. En Bourgogne-Franche-Comté, on a une grosse résistance, des super résistances, même de grosses altises aux pyrétrinoïdes et sur tout le Grand Est, et même plus loin, hein, ça n'est qu'au début. Mais il y a vraiment cette volonté d'anti-colza. Il y avait une problématique aussi bon, que je n'ai pas traitée, mais c'était sur la pyrale du maïs aussi. Mais ça n'a pas fait partie de mon étude.
Cette gestion des pesticides, elle est donc liée à cet aspect technique aussi. Euh, mais il y a aussi un aspect environnemental, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que c'est des agriculteurs qui vivent sur leur commune et que l'utilisation de pesticides peut forcément dégrader l'environnement naturel. Et étant eux-mêmes riverains et ayant une notion, une conscience du fait que leur territoire conserve une certaine bonne santé, on va dire, une certaine préservation en lien avec les pollutions chimiques, ils ont aussi cette volonté d'anticiper et une certaine pollution et de continuer à préserver leur territoire. Donc, cette notion des pesticides est importante pour eux. Donc, l'ensemble des acteurs que j'ai identifiés pour travailler sur cette thématique-là, c'est les acteurs qui sont liés à la filière grande culture en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le périmètre d'investigation, il est assez grand. Donc, il va de conseillers de chambres d'agriculture à la coopérative locale, mais qui s'étend même au-delà du département, et aussi à la DRAF, à la DRAF Bourgogne-Franche-Comté. Le deuxième problème à résoudre, qui avait été identifié en 2021 et qui était important pour les agriculteurs et qui a motivé une partie de leur projet aussi, c'est le fait d'améliorer leurs relations avec le voisinage. Les agriculteurs, enfin, les riverains euh, avec lesquels les agriculteurs ont beaucoup de parcelles proches des propriétés, ben, ont des griefs sur l'utilisation des produits phytosanitaires des agriculteurs, notamment limite de parcelles. Ils ont des griefs aussi sur les odeurs hein, des effluents d'élevage qui sont répandus. Et les agriculteurs font ressortir qu'il y a des tensions qui s'exacerbent, qui, ne, qui se cristallisent. Et malgré les efforts qu'ils font, ils ont pas, ils cherchent des moyens voilà, d'améliorer ces relations-là. Donc c'est important pour eux de travailler sur ce sujet-là. C'est pour ça que donc le principe du périmètre d'investigation, ça va être vraiment la commune où j'ai investigué donc le maire de la commune sur laquelle les agriculteurs ont un projet et les riverains, enfin un riverain que j'ai pu contacter. Et le troisième problème à résoudre que les agriculteurs ont exprimé, c'est de gérer la charge de travail sur l'exploitation agricole. Ce problème-là, il est en lien avec la gestion des pesticides parce que ils exprimaient le fait que, étant des exploitations en polyculture élevage, la charge de travail est assez importante. Il y a le travail d'astreinte en élevage, c'est les élevages laitiers, c'est les élevages bovins laitiers pour la plupart. Il y a un élevage de porc, mais beaucoup sont, 4 sont en bovin laitier. Ça demande beaucoup de travail d'astreinte. Et là, le travail de suivi des cultures qui doit se faire parallèlement peut pâtir de la charge de travail liée aux animaux. Et quand je dis pâtir, ça veut dire que le suivi des cultures ne peut pas être forcément optimal, c'est-à-dire aussi régulier qu'il doit être. Et ce qui peut avoir un impact sur l'utilisation des phytos, c'est-à-dire que les agriculteurs peuvent avoir du mal à adapter les traitements de leur culture à la réalité de l'évolution du terrain. Et parce ils n'ont pas le temps d'être assez présents pour voir leur culture et donc ils peuvent utiliser des traitements de sécurité qui leur sont, on va dire, préconisés par les techniciens conseils. Donc, ce qui peut amener à utiliser peut-être plus de pesticides que ce que les cultures pourraient avoir besoin. Donc, s'ils avaient la possibilité de mieux gérer leur charge de travail, de diminuer, d'avoir plus de temps de libre, ils pourraient adapter la gestion de leurs pesticides. Donc, sur la gestion en charge de travail, le périmètre d'investigation que j'ai identifié, ça va être les structures professionnelles agricoles sur la commune. Il y a des structures qui permettent
d'apporter des solutions sur la gestion du travail, la gestion collective, donc de fluidifier le temps de travail. Donc, ça va être la CUMA qui est sur la commune, le groupement d'employeurs qui emploie un salarié partagé, qui est partagé entre les exploitations individuelles et la CUMA. Et voilà, ça, c'est les structures que j'inquiétais. Donc, quelle technologie révélatrice j'ai choisi pour un lien avec les problèmes à résoudre? Pour le Sébastien, problème à résoudre, je oui, dis-moi. t'interromps 2 secondes parce que Ouais, trop il long. faudrait, ouais, en fait, il faudrait, pour qu'on ait le temps d'écouter Irène dans des bonnes conditions, il faudrait que tu aies Ouais, fini dans on une accélère. dizaine de minutes, grand max, tu D'accord. vois. Je vais Il est onze accélérer heures et très quart. vite. Ça va Ouais, aller? ouais. Ouais? Ok, Oui, super. bon, ça va être très vite. Donc, le problème à résoudre pour la gestion des pesticides, j'ai identifié trois euh, technologies liées à l'agronomique, l'association de cultures, la diversification des cultures et la gestion de l'interculture. euh, et plus des sujets d'intérêt qui me semblaient assez importants à aborder que j'avais identifié sur les entretiens préliminaires, c'est comment les agriculteurs s'organisent en groupe de réflexion et quel est l'intérêt des infrastructures agroécologiques pour améliorer les relations de voisinage. Donc, la technologie de la méthanisation qui a été mise en œuvre par le projet, parce qu'elle a été en partie énoncée par les agriculteurs comme étant une solution au problème de voisinage, notamment par rapport au problème de dépendage d'odeur des effluents d'élevage qui sont épandus et de la pratique des zones de traitement, tant c'est par rapport là au l'épandage des produits phytosanitaires, des zones de non-traitement en limite des produits des parcelles de propriétaires. Et pour la gestion de la charge de travail, il n'y a pas de technologie révélatrice qui répondent à la définition que j'ai citée auparavant. Par contre, des organisations collectives comme les CUMA, les groupements d'employeurs, et la robotisation, c'est-à-dire l'organisation individuelle sur l'exploitation. Donc, un exemple sur l'ensemble des résultats que j'ai trouvés, comment j'ai traité, parce que j'ai traité pour chaque problème à résoudre et pour chaque technologie révélatrice, j'ai fait des tableaux déterminants, donc ce qui a fait beaucoup de tableaux. Donc, un exemple pour la technologie révélatrice sur de la gestion d'interculture, pour le problème à résoudre de la gestion des pesticides. Donc, j'ai j'ai- j'ai étudié les déterminants des pratiques de la gestion des intercultures. La gestion des intercultures étant comprise comme des cultures intermédiaires multiservices. Donc, précisément ici, la possibilité de piéger les vols de ravageurs donc d'altise, ou évidemment les cultures intermédiaires à vocation énergétique pour les méthaniseurs, ou des cultures dérobées. Donc, j'ai le principe du diagnostic, ça a été de faire des groupes d'acteurs. Donc, j'ai divisé souvent mes acteurs en trois groupes, les agriculteurs, tous les conseillers agricoles et les metteurs en marché, en évaluant, en caractérisant ce qui va déjà un petit peu les grandes lignes de ce qui va caractériser l'activité de chaque groupe d'acteurs. Donc, pour la gestion des agricultures, ça va être pour les agriculteurs le fait de mettre en œuvre un méthaniseur et d'avoir des troupeaux, c'est-à-dire il y a aussi des intercultures qui sont dérobés, c'est-à-dire qui sont à vocation de production pour les troupeaux. Les conseillers agricoles, ce qui les caractérise, c'est que, bon, j'ai interrogé aussi un conseiller de Terrinovia, donc il y a de l'expérimentation. Et pour les intercultures, il y a un certain manque de recul sur le terrain. Et pour les metteurs en marché, donc le principe des intercultures, c'est de produire un service aux adhérents. Puis les metteurs en marché voient les intercultures aussi comme un potentiel commercial en termes de semences. Et ils participent à l'expérimentation. Donc, j'ai trouvé, là, j'ai fait un échantillon d'éléments déterminants qui sont favorables à cette gestion des intercultures pour l'ensemble des acteurs. Euh, c'est une synthèse de l'ensemble des acteurs. Donc, ce qui est favorable, c'est que il va y avoir une offre de semences qui va se développer. Euh, ça va avoir un potentiel commercial pour les metteurs en marché, mais aussi pour les agriculteurs, ils vont pouvoir avoir un choix de semences
euh, différentes pour mettre en œuvre des intercultures. On a l'Institut Terrinovia qui pratique des expérimentations expressément liées à la gestion des intercultures pour le piégeage des vols de ravageurs, sur la mise en place de cu- culture piège pilotée d'autres crucifères que le colza pour attirer les ravageurs. On a le fait que les intercultures permettent de diminuer l'utilisation des herbicides, parce que cultiver les intercultures permet de lutter contre les adventices. On a les obligations réglementaires, évidemment, de CIPAN, qui incitent les agriculteurs aussi à mettre en place ces intercultures. Et on a des conseillers qui sont convaincus aussi que c'est un intérêt pour la gestion de la matière organique, la gestion du sol. Au niveau des déterminants défavorables, ça demande une coordination des travaux, notamment pour la problématique qui nous concerne, c'est-à-dire le piégeage des vols de ravageurs du colza, parce qu'il faut les mettre en même temps, les mettre en place en même temps que la culture du colza. Donc, ça fait ça, ce travail doit se faire en ce moment. Au même moment, les coûts des semences d'interculture sont assez élevés. Ça demande évidemment un travail supplémentaire. C'est des cultures pour le cas des intercultures qui se font pour le piégeage des ravageurs du colza qui se font en plein été, dans les conditions climatiques qui sont aléatoires. Et forcément, c'est des choses qui ont un bénéfice non immédiat, donc difficilement apprenable par les agriculteurs. J'ai combien de temps, Lorraine? Encore 5 minutes, Ouais, si possible, ouais. si possible. Ben, je finis voilà, allez, Super. par le schéma de synthèse que j'ai réalisé. Donc, un schéma de synthèse, j'ai identifié trois territoires qui s'imbriquent les uns dans les autres et à l'imbrication duquel on peut permettre de trouver des innovations désirables pour le territoire de vous. Ça va être le territoire local à gauche en gris, qu'on va considérer comme la commune et les acteurs de la commune, les structures de production qui vont être les acteurs professionnels de la commune ou avoisinants, et la filière grande culture régionale. Donc, il ne faut pas oublier que ça s'inscrit dans une économie de marché qui a un impact sur la filière grande culture et dans des enjeux climatiques aussi, et qui a des impacts sur l'ensemble des cultures. L'ensemble de ces innovations, elles sont à la croisée de ces trois problèmes qu'il faudrait résoudre pour pouvoir obtenir des innovations désirables. Résoudre la possibilité, enfin, améliorer les relations avec les riverains, mieux gérer les pesticides et gérer la charge de travail pour que les agriculteurs puissent enfin, gérer leurs pesticides aussi. J'ai donc identifié des technologies qui sont liées à ces problèmes à résoudre. Les technologies agronomiques, je suis passé assez vite, j'ai parlé de l'interculture, mais oui, il y a l'association en diversification des cultures. Et la méthanisation, elle a un impact à la base sur la charge de travail. C'est énoncé clairement par les agriculteurs. Ça réduit les odeurs, donc c'est pour enlever ce problème qu'ils ont avec les riverains. Mais ça a aussi également un impact sur la charge de travail, plutôt négatif en fait. Et donc, les acteurs j'ai grosso modo fait des groupes dans dans chaque territoire. Au niveau des grandes cultures, on a les acteurs de la R&D comme les instituts techniques Terrinovia, on a les DRAF en politique et on a les coopératives ou metteurs en marché privé qui ont un impact, eux, sur donc, les problèmes à résoudre. La R&D peut apporter des innovations agronomiques, comme on l'a vu sur les intercultures. Sur les groupes de réflexion, qui était un sujet important sur lequel j'ai enquêté, euh, évidemment, la DRAF encadre les collectifs d'agriculteurs par les groupes 30 000 et les groupes défis, qui a un impact qui permet aux agriculteurs, qui donne la possibilité aux agriculteurs de changer de pratique par la, la, la- les modalités de fonctionnement des groupes de réflexion qui sont assez puissantes. Et ensuite, les difficultés viennent aussi des metteurs en marché qui, étant dans une économie de marché et étant un intermédiaire dans le maillon de la filière, répercutent les demandes de l'aval qui s'adaptent difficilement aux conditions de terrain.
Au niveau des structures de production, donc on est vraiment sur la problématique de la charge de travail qui est gérée à la fois par les agriculteurs, les CUMA et les groupements d'employeurs. Au niveau des agriculteurs, le robot de traite est systématiquement mis en œuvre sur la charge de travail et ça a un impact euh, qui, qui est intéressant. Au niveau des structures collectives, l'organisation en commun de la CUMA a un impact sur la charge de travail plus faible que ce qui a le plus d'impact, c'est le groupement d'employeurs et le fait d'avoir un salarié partagé. C'est quelque chose qui est intéressant pour les agriculteurs, même s'il y a beaucoup d'éléments à améliorer à ce niveau-là, qui freinent, qui empêchent de se développer correctement. Et au niveau du territoire local, donc, on a des riverains, des élus, des conseillers qui sont entre le local et la filière, et des agriculteurs qui sont eux-mêmes des riverains, donc qui ont des enjeux là-dessus. Ils sont obligés de prendre en compte les enjeux sociétaux parce que la pression fait que ça devient une nécessité pour les agriculteurs. Mais cela impacte également leur charge de travail, notamment pour l'utilisation des produits phyto. Ils sont obligés de mettre en œuvre des pratiques qui ne sont pas dans la qui vont au-delà de la réglementation qui les contraint à prendre plus de temps. Les riverains, malheureusement, on ne voit euh, sur les relations avec les agriculteurs, les relations entre riverains et agriculteurs, donc, ce qui incite les agriculteurs à prendre en compte ces enjeux-là. Les élus, notamment l'élu, en fait, le maire de la commune sur lequel qui est installé le projet de méthanisation des agriculteurs, là, il y a eu un impact très positif par une neutralité, une prise en compte des enjeux du plus grand nombre par le maire. Donc ça, on a vraiment eu ici, sur cette commune-là, des élus qui ont favorisé cette relation-là. Et puis, on a des conseillers techniques qui sont pris entre le fait de concilier les intérêts propres des agriculteurs en tant que conseillers, mais aussi le fait de devoir prendre en compte des enjeux globaux sur l'agriculture. Donc, c'est cette difficulté-là qu'on peut avoir. Voilà. Là, je crois que je suis arrivé à la limite, Lorraine. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ben voilà, ben je m'arrête là. Ouais, c'est top. Enfin, là, on a Ouais. ça finit sur un beau schéma. Écoute, bah, merci beaucoup, c'est vrai que moi, du coup, j'ai discuté un peu avec Olivier dans le chat, moi, ça m'a donné envie d'aller voir le rapport parce que si je comprends bien, tu as développé, ce que tu nous as montré sur gestion des cultures, tu l'as développé pour chacun des points que tu as indiqués dans ton tableau donc ça donne envie d'aller, creuser et je trouve ça c'est vraiment intéressant de voir, comment ça fonctionne le DST aussi sur, une beaucoup plus petite échelle mais avec la particularité que tu as eu de décentrer un peu des agriculteurs parce que tu pouvais pas y avoir accès facilement. Enfin, je trouve que ça fait, c'est bien riche. Peut-être que ce que je propose, si ça frustre pas trop Olivier, c'est qu'on garde les questions pour, après l'exposé d'Irène pour faire des questions croisées, si ça vous va? Et bon, évidemment, si quelqu'un a besoin de poser une question dès maintenant, il le fait, avec plaisir. Mais sinon, ouais, peut-être que je passe la parole à Irène. Ok, pas de problème. Du coup, moi, je vais devoir vous quitter parce que, comme je l'avais dit, je pouvais être là que jusqu'à Ouais, ouais. 11h30. Mais si tu enregistres la séance de questions-réponses, ça m'intéressera d'y d'y prêter une oreille. OK, ça marche. Je laisse l'enregistrement tourner. Ok, merci. Bonne suite de Merci séminaire. Olivier, à bientôt. Au revoir. Et donc pas de frustration, on écoute Irène? Ouais, c'est parfait. Merci, Lorraine. Alors je pense que, Sébastien, faut que tu arrêtes le partage pour qu'Irène puisse récupérer la main. Est-ce que vous voyez en plein écran là? Pas en plein écran, on voit tes diapos. Voilà et là c'est tout bon. C'est parfait. Ah bon? Bah, je viens de Ah, sortir du mode Non, non, alors c'était OK. En fait, il y a un petit ouais, délai. c'est ma faute, je t'ai répondu trop vite. Là c'est nickel, ne bouge Ok. plus.
Voilà, bah, c'est super. tout bon. Tu peux y aller, Ok. Irène. Merci. Donc, pareil, j'ai réalisé un diagnostic socio-technique, mais dans les marais de l'Ouest, pour voir comment on pouvait concilier une biodiversité riche et une agriculture viable. Donc, pour rappeler le contexte, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu une intensification de l'agriculture en France qui s'est traduite par des impacts négatifs sur l'environnement, avec notamment la transformation des paysages, le remembrement, etc. Et donc, c'est visible dans les marais, donc à l'ouest de la France, qui sont des zones humides gérées pour l'agriculture. Donc, comme on peut le voir sur la photo, on a à la fois des zones dédiées à la céréaliculture et d'autres aux prairies naturelles. On a le marais Poitevin, qui est la deuxième plus grande zone humide de France et qui regroupe différents rôles concernant l'épuration, la régulation des écoulements d'eau et l'accueil d'une riche biodiversité, puisqu'on est sur la voie de passage de nombreux oiseaux migrateurs qui viennent dans les marais pour se reposer et se nourrir avant de continuer leur voyage. Et donc, ça nous amène à nous questionner sur comment on peut trouver des solutions pour faire perdurer les activités humaines d'agriculture, tout en préservant cette riche biodiversité et les écosystèmes qui y sont liés. Donc, dans le marais, on a différents enjeux. D'abord, concernant la céréaliculture, donc elle serait viable économiquement, mais par contre, les pratiques qui y sont effectuées seraient défavorables à la biodiversité. Concernant l'élevage, la viabilité économique et la biodiversité seraient permises via les aides agro-environnementales, les MAE. Mais ça nous amène quand même à nous questionner sur la viabilité de l'agriculture dans les marais. Donc on a des initiatives qui émergent avec notamment un réseau paysan de nature en Vendée qui ont davantage de préoccupations agricoles et de préservation de la biodiversité. On a également donc, les enjeux de riche biodiversité avec de nombreux sites classés Natura 2000. Et on a une grande diversité d'acteurs avec des gestionnaires d'espaces naturels, des céréaliers, des éleveurs, des chasseurs à la tonne, des conchyliculteurs, et qui débattent notamment beaucoup au sujet de la gestion hydraulique avec des volontés d'avoir des niveaux d'eau dans les fossés différents selon leurs besoins respectifs. Et on a également la proximité à la mer qui remet en question, enfin, qui prend un risque par rapport à la submersion marine. Donc on voit qu'on a de multiples enjeux qui nécessitent d'opérer des changements. Donc par rapport à cette question de faire perdurer activité humaine et biodiversité, et pour opérer un changement, on a le processus d'innovation qui passe par la création d'un collectif et de combiner des activités de conception pour avancer vers l'innovation. Donc, dans la conception, on a différentes activités, la compréhension et l'analyse de la situation, la formalisation de la problématique et de la cible de conception, et l'exploration et l'évaluation de solutions. Et donc, le diagnostic socio-technique qui s'inscrit dans la première activité de compréhension et d'analyse de la situation. Et l'innovation, elle se décrit en agriculture comme étant un processus coévolutionniste qui combine des changements technologiques, socio-économiques et institutionnels et qui passe par de nouvelles techniques et de nouveaux modes d'organisation. Donc, pour replacer un peu ce stage, l'INRAE de Saint-Laurent-de-la-Prée a initié une démarche de co-conception dans le but de travailler avec les acteurs du territoire sur la biodiversité. Donc en 2021, il y a eu des entretiens qui avaient été menés à Brouage, qui est un village en Charente-Maritime, et qui était sur le thème de la vie dans les marais, afin de mieux connaître les acteurs présents dans les marais et les pratiques qu'ils pouvaient mettre en place en lien avec la biodiversité. Ensuite, en 2022, on a eu une rupture de dialogue avec les élus à Brouage, et donc en 2023, il a été décidé de mener un diagnostic socio-technique pour justement comprendre les pratiques, stratégies et les réseaux d'acteurs qui étaient en place et de mettre en avant les freins et leviers au développement des initiatives pour concilier une riche biodiversité et une agriculture viable. Donc moi, j'ai travaillé sur le territoire. Le premier, donc, c'est les marais de Brouage, puisqu'il y avait déjà des enquêtes qui avaient été effectuées en 2021. Et on a étendu le territoire à une partie du marais de Poitevin,
qui est centrée sur la réserve naturelle de la vacherie. Et donc, on a étendu légèrement le territoire au périmètre des syndicats de marais qui entourent la réserve naturelle. Et donc, on a choisi ces territoires parce qu'à Brouage, il y a une forte volonté de travailler sur la biodiversité en lien avec l'agriculture. Et concernant la réserve de la vacherie, elle cherche à étendre ses pratiques. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Ma problématique de stage était quels sont les freins et leviers au processus d'innovation pour concilier une biodiversité riche et une agriculture viable sur les marais de Brouage et la vacherie. Et avec une sous-question sur la prise en compte de 3 types d'activités, donc les activités agricoles, de protection de la biodiversité et de gestion hydraulique dans ces processus d'innovation. Je ne vais peut-être pas rappeler ce que c'est que le diagnostic socio-économique et les définitions de technologie. Tu peux avancer, oui, Irène. C'est déjà. Pareil pour les étapes du DST. Donc, moi, pour l'analyse inductive, j'ai effectué des lectures bibliographiques. J'ai mené 5 entretiens de ronde d'après pour avoir une meilleure idée des acteurs et des activités du territoire. Et j'ai valorisé les 14 entretiens qui avaient été menés à Brouage en 2020. Ça m'a permis de mieux voir quels acteurs je pouvais enquêter pour approfondir l'étude et identifier les technologies révélatrices. Et donc ensuite, j'ai mené cet entretien semi-directif à la vacherie pour ensuite recenser les déterminants des pratiques et mettre en avant les freins et leviers. Concernant l'échantillonnage, donc on a une diversité d'acteurs, des éleveurs, des céréaliers, polyculteurs, des maires, associations, chasseurs, éleveurs. J'ai réalisé des guides d'entretien. Et pour le traitement des données, donc j'ai fait une fiche de synthèse pour chaque entretien. Et ensuite, j'ai fait un tableau avec l'ensemble des déterminants des pratiques pour chaque technologie révélatrice. Et j'ai aussi fait un document qui décrivait finement les technologies révélatrices avec les acteurs associés, les objectifs. Donc pour les résultats, pour l'analyse inductive et donc le cadrage de l'étude, le problème à résoudre, c'était de développer des innovations sur le marais qui permettent de concilier une viabilité économique des exploitations agricoles et une biodiversité riche. Le périmètre spatial, donc c'était les marais de Brouage et celui de la vacherie. Et concernant le périmètre sectoriel, donc c'était les filières de production agricole avec les céréales, le foin, la viande. Et on avait donc comme facteur exogène le changement climatique avec le risque de submersion marine. On a repéré différentes technologies. Donc, concernant la technologie séraliculture, on en a distingué 3. Une conventionnelle, une agroécologique et une biologique. On a aussi identifié une technologie prairie avec l'élevage sans MAE et l'élevage avec MAE niveau 1 et ou 2. Et une technologie nature qui regroupait l'élevage par des paysans de nature et ou en MAE niveau 3 et la gestion par les réserves naturelles. Et on a ensuite positionné ces technologies selon 2 gradients pour répondre aux problèmes à résoudre. Donc le gradient de viabilité économique et celui de biodiversité. Et on est parti du principe que la technologie céréaliculture serait la plus favorable à la viabilité économique, mais ne prenait que peu en compte la biodiversité. Et inversement pour la technologie nature qui serait favorable à la biodiversité, mais qui permettrait une faible viabilité économique. On a ensuite choisi de se concentrer sur 3 technologies qu'on considère comme étant révélatrices parce qu'elles sont contrastées et elles permettent de bien faire ressortir les freins et leviers. Et elles engagent des acteurs différents. Donc on a retenu la céréaliculture conventionnelle, l'élevage avec MAE niveau 1 et ou 2 et la gestion par des réserves naturelles. Donc, je vais uniquement vous présenter les résultats pour la céréaliculture conventionnelle par manque de temps. Donc, les objectifs de ces acteurs, c'est d'être productifs et d'assurer la viabilité économique des exploitations agricoles. On peut citer par exemple, moi mon métier c'est de produire, je vais au plus économiquement viable, quoi, le nerf de la guerre c'est l'argent, et on a le devoir de nourrir les gens.
Concernant les pratiques agricoles, donc ils ont recours à des produits phytosanitaires et des fertilisants. Ils ont également recours au remembrement, à l'aplanissement et au drainage. Concernant les pratiques de gestion de la biodiversité, ils n'en ont pas proprement parlé, mais on peut dire que leurs pratiques contribuent à homogénéiser l'habitat. Et concernant les pratiques hydrauliques, ils souhaitent des bas niveaux d'eau dans les fossés toute l'année pour éviter que leur culture soit inondée. Concernant les déterminants des pratiques, on a d'abord la présence de réglementations, notamment avec le drainage qui est interdit en zone Natura 2000. On a également une faune sauvage qui est nuisible, en particulier avec les ragondins qui causent des dégâts sur les cultures. On a aussi un type de sol contraignant, par exemple le semi-direct qui n'est pas trop possible dans les marais. Des relations conflictuelles, en particulier avec ce qu'ils appellent le monde de l'environnement ou les écolos, où les salariés se sont persécutés par ce dernier. Et donc, tout cela constitue des freins à la viabilité économique des activités de salariculture. Les tensions défavorables freinent la mise en œuvre d'innovations pour préserver la riche biodiversité du territoire. Et c'est aussi limité par les caractéristiques des sols du marais. J'ai ensuite pu réaliser ce genre de cartographie pour chaque technologie révélatrice, donc avec un rappel des pratiques de la technologie sur la droite et tous les acteurs qui y sont liés autour, donc avec un premier cercle rapproché avec les acteurs qu'on considère comme étant directs parce qu'ils mettent concrètement en place les pratiques de cette technologie, et autour des acteurs indirects qui gravitent et qui ont une influence sur les acteurs directs. Donc on peut zoomer un petit peu pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc on a des céréaliers qui sont en contact avec des coopératives pour l'achat et la vente de leur production. Ils peuvent aussi faire partie de groupes d'agriculteurs et être en lien avec des instituts de recherche comme l'INRAE. Et ils font appel à des associations comme l'association Alligator pour la régulation des ragondins ou encore l'OFB, Office français de la biodiversité, qui peut intervenir pour contrôler la protection des nids des oiseaux dans leurs parcelles. Donc, tous ces liens montrent que la technologie, elle est stable et efficace. Tous les acteurs, ils sont interdépendants, donc c'est peu susceptible d'évoluer, sauf si des facteurs extérieurs survenaient, comme par exemple une crise sur le prix des céréales. Concernant l'analyse transversale, donc là, c'est en regroupant les résultats de toutes les technologies révélatrices et pas seulement celles que je viens de vous présenter. Donc, les leviers pour combiner une agriculture économiquement viable et une biodiversité riche. D'abord, par rapport aux freins de concurrence d'accès à l'eau, puisque les différents acteurs souhaitent des niveaux d'eau différents dans les fossés, la mise en place de bassines de substitution a été évoquée comme permettant de maintenir le niveau d'eau dans les nappes tout en étant un lieu d'accueil pour les oiseaux. Également, repousser la date d'ouverture de la chasse à la tonne permettrait d'éviter le chevauchement des prélèvements d'eau entre les différents acteurs du territoire. Par rapport aux aides qui sont beaucoup orientées vers l'agriculture intensive, il a été proposé de mettre en place une contrepartie financière pour favoriser l'acceptation vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Il existe déjà aussi des contrats de fermage entre agriculteurs et conservatoires du littoral qui permettent aux agriculteurs de s'installer à moindre coût tout en pouvant bénéficier des contrats MAE. Donc, ça permet de faire face à la déprise agricole. Et également, concernant le type d'élevage, choisir des ovins plutôt que des bovins permettrait de réduire les dégâts sur les roselières. Et la viande ovine est également qualitativement et économiquement intéressante. Donc, tout cela montre l'importance de faire travailler ensemble les différents acteurs du territoire. Donc pour cela, je peux proposer un type d'atelier de co-conception qui pourrait être mis en place.
Donc, en partant de la problématique de concilier des activités agricoles fiables et le maintien d'une riche biodiversité dans les marais, il s'agirait donc de travailler sur le choix des cultures et des ateliers de production, de faire en sorte de trouver des compromis sur les niveaux d'eau dans les fossés et de permettre aux acteurs de mieux se connaître. Donc, moi, je proposerais de convier des gestionnaires de réserves naturelles et des membres du réseau Paysans de Nature qui permettraient de témoigner sur la mise en place de pratiques plus respectueuses de l'environnement. L'INRAE pourrait aussi présenter le territoire parce qu'il a une vision globale. Et ensuite, on pourrait convier une multitude d'acteurs différents du territoire, donc céréaliers, éleveurs, chasseurs à la faune, cultivateurs, etc. Et donc, on pourrait les faire travailler sur la base d'un jeu de plateau avec des cartes acteurs. Donc, chaque type d'acteur serait un acteur qui n'est pas dans la vie courante. Donc, ça lui permettrait de se plonger dans la casquette, d'avoir la casquette de quelqu'un d'autre. Il aurait des cartes missions à accomplir en lien avec l'acteur et des événements qui surviendraient. Et donc, il devrait concevoir des cartes solutions pour faire face à ces situations. Et donc, c'est sur la base de ces cartes solutions qu'on pourrait travailler pour mettre en place des pratiques innovantes sur le territoire. Donc, je pense que je peux m'arrêter là-dessus parce qu'après, c'était plus des conclusions à titre personnel. Voilà. Bah, super, merci beaucoup, Irène. C'était très clair. Et pour Sébastien, j'avais pas de point de comparaison, mais toi, j'étais au dernier Copil et ça vachement. Enfin, c'est chouette là, t'as une belle digestion et tout. C'est super, bravo. Merci. Alors, hop, je propose qu'on remette les caméras. Du coup, si ça vous va, je laisse l'enregistrement pour les questions comme ça.